Donc voilà, ici c'est une première fois qu'on essaye de faire ça et si ça fonctionne bien, on va certainement essayer de le refaire à plusieurs endroits et aussi rentrer un peu plus dans différents détails de la matière. Ici, j'ai plus ou moins décidé de me concentrer sur la lecture des notames, principalement parce que c'est assez difficile à lire. Et finalement, quand on a quelques éléments de base, on se rend compte que c'est pas si difficile que ça. Donc le but, c'est surtout de se concentrer sur le côté pratique. Au niveau objectif, ici, j'ai quand même voulu mettre bien clair ce qu'on va faire et ce qu'on ne va pas faire. Donc, on ne va certainement pas parler des règles de base aériennes. J'ai mis des liens sur Internet avec ce qu'il fallait quand même regarder avant. On peut faire des sessions plus tard spécifiquement sur les règles aériennes, mais je pense que là, la majorité doivent quand même le connaître vu que c'est la matière du brevet XC. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails de description des zones spécifiques non plus. Ça, c'est par contre quelque chose que j'envisage quand même de faire plus tard. Mais ici, on n'a pas eu trop le temps et l'objectif était de faire des notames, donc je vais me concentrer là-dessus. Les priorités en l'air, ça évidemment pas non plus. Les axes de crosse, ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi bien faire comme Bernard Barr et Hugues Feyen avaient déjà fait une espèce de fiche comment sortir de Préon. J'aimerais bien faire avec l'aide des autres pilotes des fiches pour les grands axes de cross, donc les axes de 200-300 km, qui permettent d'avoir un checklist, de savoir qu'est-ce qu'il faut vérifier, qu'est-ce qu'il faut faire la veille quand les conditions s'annoncent pour un grand cross sur un certain site. Ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est comment interpréter, comment comprendre les notames. J'ai aussi décidé de me concentrer sur la Belgique et pour l'instant de ne pas parler de la France. La raison, c'est simple, que je m'y connais à peine aussi en France. Les notames en France sont un peu plus compliqués parce que le territoire est beaucoup plus grand évidemment, donc il y en a beaucoup plus. Et là, c'est surtout Patrick Barthes du club de Reims qui s'y connaît très fort. Et ça aussi, j'envisage de faire quelque chose peut-être ensemble avec lui plus tard, spécifiquement pour les notames en France. Donc ça, on ne va pas faire ici. Bon, j'ai dit que je n'allais pas aborder les règles espace aérien, mais c'est quand même crucial pour comprendre les notames. Donc ce que je vais quand même faire, c'est passer un peu de temps sur les termes et surtout les abréviations qu'on doit vraiment connaître, sinon on ne va jamais pouvoir lire un notam correctement. Donc il y a les zones classiques, les zones d'évolution, c'est-à-dire les CTR et les TMA et les CTA. Donc c'est des zones d'évolution. L'image est assez évidente. Le CTR, c'est autour de l'aérodrome et ça démarre du sol jusqu'à une certaine altitude. Au-dessus, tu as une zone d'évolution où l'avion va faire son approche qu'on appelle le TMA. Et puis, il peut avoir un TMA, plusieurs TMA et des zones d'accès qu'on appelle généralement des CTA. Donc ça, il faut bien garder en tête. Après, il y a aussi la partie des classifications des zones. Pour moi, et là je prends quand même un peu de risque parce que je ne suis pas sûr à 100% que c'est correct,
Mais moi, je vois principalement trois types de zones qu'on peut avoir. Il y a les zones contrôlées, que moi j'appelle zones contrôlées parce que j'ai du mal à trouver un autre nom. Et donc c'est typiquement les CTR, les TMA, les CTA comme on a vu sur le slide précédent. Le petit image, c'est par exemple le TMA de Florène et l'indication sur une carte. Malheureusement, il y a l'essai qui sort juste de l'image. Mais donc, typiquement, ces zones-là sont bien identifiées sur les cartes qu'on utilise pour voler. Donc ici, le TMA de Florène, ben, c'est une zone classe C qui démarre à 2500 pieds et qui s'arrête à 4500 pieds. Et le 122.5, c'est la fréquence pour contacter la tour. Ce qui est très important de connaître, de savoir, c'est qu'il y a donc des classes qui vont identifier qui peut aller dans cette zone ou pas. Donc, ça c'est un tableau qui a priori était dans la matière du cours de Jean Sauron. Et donc, en gros, il y a les classes A, B, C et D, où le transpondeur est obligatoire, et en gros, nous, on ne peut pas aller dedans. Puis, il y a les classes E, F et G, qui sont trois classes où on a le droit, ou le VFR, donc Visual Flight Rules, nous, on peut aller dedans. Donc, il faut quand même garder ça en tête, parce que moi, personnellement, j'ai très souvent fait l'erreur à l'époque que les classes E, je croyais que c'était contrôlé et qu'on ne pouvait pas aller dedans. Et donc, je m'arrêtais mon vol à Épernay inutilement, malgré qu'on pouvait aller plus loin. À côté de ça, il y a des zones que moi j'appelle divers, qui sont des zones qui sont indiquées différemment sur une carte. Donc sur la carte IGN de France, ces zones-là sont indiquées en rouge. C'est quand même très souvent des zones qui sont liées aux militaires, mais pas nécessairement. Et ces zones-là, ils n'ont pas de classe, mais ils ont un type. Et donc, le type de ces zones-là, c'est P de prohibited, R de restricted et D de danger. Donc ça, c'est quand même très bien à comprendre aussi, parce que les zones, le nom de la zone, en général, c'est EB pour la Belgique, parce que c'est une zone belge. Puis tu vas trouver P et un numéro. Et puis souvent une lettre pour indiquer si c'est un élément d'un ensemble ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, la fameuse zone EBD 26 du 10 avril, c'était une zone danger. Et donc, les zones danger, il faut savoir que quand on met une zone danger, il y a très souvent une bonne raison de le mettre, mais on peut aller dedans. Donc, le but de ces zones-là, c'est qu'on veut avertir les pilotes qui veulent aller dans ces zones-là d'un certain risque, mais ça nous permet quand même de voler. Ça, il faut garder en tête. Ce qu'il faut surtout aussi garder en tête, c'est qu'il y a le D dans ces zones EP et le D qui est la classe des TMA, et c'est pas la même chose. Donc là, il faut quand même bien faire la distinction entre la classe D d'un TMA et le type D d'une zone danger. Et puis le troisième type de zone que je trouve en Belgique, c'est les zones militaires, où on a les LFA, donc Low Flying Area, TSA, Temporary Segregated Area, TRA, Temporary Restricted Area, HTA, Helicopter Training Area. Il y en a peut-être encore d'autres que je n'ai pas mis. Mais en fait, ces zones-là, les abréviations, il faut les connaître, mais en gros, on ne peut pas aller dedans. Ici aussi, il faut faire bien la distinction entre une zone LFA, qui est une zone d'entraînement de vol basse altitude pour les militaires, et la LFA Golf, qui est une zone qui a été créée pour le vol libre. Donc c'est pas la même chose. Ça aussi, il faut bien faire la distinction.
le LFA Golf, le G a été ajouté justement pour indiquer que c'était pour le vol libre. Donc en gros, en résumé, où est-ce qu'on peut voler? On peut voler dans les zones E jusqu'à G. On peut voler dans les zones avec un type D dans G. Et les zones militaires, de toute façon, on peut nulle part aller dedans. Je prends quand même aussi un peu de temps pour indiquer les bases du vol à vue, le VFR, Visual Flight Rules, Visual Meteorological Conditions. Pourquoi? Principalement, ici c'est un slide que j'ai trouvé sur internet qui vient de la France, je pense. Donc les altitudes et tout ça, c'est pas forcément la même chose en Belgique, mais le principe est le même. En dessous d'une certaine altitude, le transition altitude, on parle toujours en altitude AMSL. Donc on parle toujours en altitude niveau mer. Et donc, quand on fait des crosses, il faut bien aussi se mettre dans cet esprit-là et dire j'ai pris autant de mètres au-dessus du déco. Il faut l'oublier parce que tout ce qui est réglementation aérienne, dans les basses altitudes, les zones où nous on vole le plus souvent, de toute façon, sera toujours en AMSL. Donc chez nous, ici c'est indiqué 3000 pieds, chez nous c'est 4500. Au-delà de 4500 pieds, au-delà de 4500 pieds, on parle toujours en flight level. Et donc là aussi, c'est un élément de base dans le cours de Jean Solon, mais c'est quand même un élément qui est vraiment très crucial quand on veut lire les NOTAM. Parce que toutes les zones qui vont être en dessous de 4500 pieds vont toujours être par rapport en AMSL. Chez nous, c'est très rare qu'ils font quand même de temps en temps des définitions de zones en pieds au-dessus du sol. Mais vu que de toute façon notre pays est assez plat, à quelques centaines de mètres près, c'est AMSL. Tandis que tout ce qui est au-dessus de 4500 pieds va par définition être en flight level, et donc ça varie avec la pression du jour. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose, si tu veux vraiment exploiter le terrain de jeu qui nous est accordé, il faut quand même bien le matin toujours faire le petit calcul avec la pression du jour, où est-ce que les flight levels arrivent. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte parce que la variation avec la pression, c'est quelques centaines de mètres. Et donc là, on parle facilement de 1004 donc pour le flight level 55, qui est le plus courant parce que c'est le LFA Golf 1 chez nous. Ce flight level, bah, évidemment, il va varier entre 1004 et 1006, même 1007 certaines journées. Donc ça vaut le coup de savoir quand même jusqu'où on peut monter. Oui, j'ai une question. Quand en navigation, quand on fly level, tu ne pas ton altimètre en 1013 hectopascal? Moi, généralement, je le fais. Mais... Ouais, moi j'ai plutôt pour éviter de trop. Parce que nous, le gros. Les systèmes, en effet, comme un aéronef, normalement, un avion. Tu es censé, une fois que tu es au-dessus des 4500 pieds, tu es censé de recalibrer ton altimètre. Chez nous, le gros problème, c'est évidemment qu'on ne reste jamais à cette altitude-là. Donc, on a chaque fois les transitions, chaque fois on passe en dessous, chaque fois on passe au-dessus, qui fait qu'en gros, tu ne ferais que changer ton altimètre. Donc, de mon expérience, moi, je ne le fais pas. J'essaye juste de savoir à quelle altitude les flight levels arrivent et je regarde je vole toujours en AMSL, donc niveau mer, parce que sinon tu dois tout en chipoter. Une autre solution pratique pour le parapente pourrait être avoir deux instruments et mettre un sur le 1013 et l'autre sur la pression.
Donc ça, c'est à chaque pilote évidemment de choisir comment il veut s'organiser. Ce slide-là, il y a encore un élément qui est quand même assez intéressant aussi, c'est qu'ici c'est indiqué flight level 100. Pourquoi ici c'est 100? Je crois que chez nous c'est plutôt 95. De toute façon, au-delà de 95 chez nous, on est par défaut dans de l'espace aérien contrôlé en fait. Donc, le défaut de l'espace aérien entre le sol et 4500 pieds chez nous, c'est du vol à vue, sauf où tu as des zones spécifiques comme les CTR et compagnie. La zone entre 4500 pieds et flight level 95, ça peut être du vol à vue, ça peut être une zone contrôlée, mais tout ce qui est au-dessus de flight level 95, par définition, ça sera contrôlé. On monte jamais. On monte jamais et on a intérêt à ne pas monter là-dedans. Surtout en Belgique, il faut bien se rendre compte qu'une fois que tu es à flight level 95, tu es vraiment dans les couloirs de passage des vols européens. Donc là, c'est clair qu'en Belgique, on n'a pas du tout intérêt à être à cette altitude-là. À cette altitude-là, vu que c'est ici un vol ou un slide qui vient de la France, par exemple, un endroit, c'est Saint-André-les-Alpes, où, à mon avis, tu peux quand même avoir des jours où tu peux facilement cette zone-là. Mais, très souvent, on est proche des montagnes et il y a quand même, de toute façon, cette zone proche du sol qui, par défaut, reste du vol à vue. Donc, en gros, on ne doit pas trop se casser la tête sur cette zone-là. Dis-oui un petit peu. Quelle est ta formule pour calculer l'altitude du flight level 55 du jour? Ça, c'est une bonne question. Sur le site de la ligne. En fait, la formule exacte, je ne me le souviens plus exactement. Il y a la solution qui est dans le cours de Jean Sauvé, qui est la solution recommandée en vol à voile et tout. C'est une espèce de tableau de conversion. Sur le site de la Ligue, la Flamand, il y a ce tableau-là, il est sur le site de la Ligue. Donc, mais j'ai un actif et donc c'est autant. Oui, mais il le met à quelle heure? À 9h15. Ouais. À 9h15 normalement. De toute façon, ce que moi j'ai fait, j'ai reproduit le calcul dans un fichier Excel. Et moi je mets dans l'altitude, la pression dans le fichier Excel et il te calcule tous les flight levels. Et ça, je dois encore regarder comment le faire, mais j'aimerais bien mettre ça d'une manière interactive sur Internet quelque part, parce que c'est quand même vachement utile. Autre chose aussi, c'est qu'en fait, on préfère les basses pressions que les hautes pressions. Donc ce flight level va varier par rapport à ce qu'une basse pression de modèle social. Ouais. C'est plus favorable ou c'est défavorable d'être en basse pression? C'est défavorable ou c'est défavorable. Donc, plus les conditions de vol sont bonnes, et au plus le flight level sera bas par rapport à... Mais en revanche, le côté pratique, c'est que quand nous on vole flight level 55, c'est entre 1004 et 1007. Ouais. Donc, ça évidemment, là les conditions, c'est les règles. Les règles sont là avec leur raison derrière. Il faut juste savoir que de temps en temps, il y a moyen d'exploiter un peu plus que d'autres jours. Oui, mais ça, je reviendrai là-dessus à la fin. Ça, c'est un autre débat. En effet, je suis tout à fait d'accord qu'il y a moyen de faire les choses. Les abréviations, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans le domaine de l'aviation, est quand même très très souvent utilisé et il n'y a pas de solution miracle, il faut les connaître. Ils ne sont pas si compliqués. J'ai fait ici une petite sélection des termes que pour moi tu dois connaître et c'est ce qu'il y avait dans les slides précédentes, c'est-à-dire VFR, VMC, Flight Level, Transition Altitude, QNH qui est la pression du jour, la pression atmosphérique du jour, CTR, CTMA, TSA, TRA, classe
A jusqu'à G, les types, LFA Golf. Il y en a certainement que j'oublie. De toute façon, quand on va passer dans un exemple pratique de NOTAM, il y aura des abréviations qui vont sortir. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que toutes ces abréviations, ils sont listées, donc ils ne sont pas inventés. Et c'est simplement un fichier que tu peux trouver dans l'AIP officiel. Le lien est ici. Pour faciliter la vie, je l'ai téléchargé avant. Et donc ici, tu as vraiment toutes les abréviations. Donc si tu as une question, si dans le NOTAM il y a une abréviation que tu ne connais pas, bah, tu vas juste dans cette section-là de l'AIP et tu t'en sors. Visual Meteorological Conditions, c'est les conditions qui permettent de volatiliser. Donc, le côté pratique, maintenant on est dans la partie du cours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avant le vol, il faut surtout planifier la route que tu veux compte faire. Les crosses, ça ne s'improvise pas, il faut les planifier. Et c'est de l'utopie de croire que le matin même, tu vas comprendre comment il faut le faire. Ça prend des années. Chaque fois, avec la progression de ton niveau de vol, tu commences à faire des vols plus longs. Et chaque fois, tu commences à connaître un peu plus la zone que tu survoles. Et chaque fois, tu commences à regarder un peu plus les zones dans l'endroit où tu voles. Pour cela, moi je conseille principalement un outil qui est quand même assez bien, qui est le XC Planner, qui a été fait par Tom Payne. Et en fait, c'est un outil qui te permet de mettre de l'espace aérien visualisé. Il te permet de mettre ton trajectoire et de voir avec ton trajectoire les zones que tu vas croiser. Tu as accepté la localisation, il va tout de suite te mettre au bon endroit. Oui, bah ici j'ai fait Allow Once et il ne l'a pas fait. Donc. Mais donc, le but de ce cours-ci, c'est les NOTAM, donc c'est pas forcément d'expliquer tout ça. Il y a des autres outils. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il faut prendre le temps de préparer ses vols, les grands axes. Et c'est là-dessus, justement, que les fiches avec les grands axes de cross peuvent aussi aider à faciliter cette partie de préparation. Le deuxième volet de la préparation, c'est les NOTAM. Donc pour ça, il faut aller sur le site de Belgo Control. Je vais rentrer principalement dans ce détail, dans tout ça en détail ici aujourd'hui. Mais avant de faire ça, je vais quand même terminer la partie de la préparation parce qu'il y a encore l'état du LFA Golf en Belgique chez nous que tu dois quand même chaque fois vérifier aussi. Donc ici, pour l'instant, les LFA Golf, c'est que le week-end, c'est jamais en semaine. Le seul jour en semaine que c'est officiellement activé, c'est la fête des rois. La fête des rois. Pour une raison que je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave, c'est une journée en plus. Et donc, le site qui va avec, le site qui va avec, c'est le site web de la Ligue des planeurs en Flandre, parce que c'est eux qui ont négocié l'activation de ces zones-là, donc c'est eux qui gèrent le truc. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus? On trouve justement la pression des eaux. Donc ça c'est important pour les flight levels pour savoir à quel niveau ça correspond. Il y a les LFA Golf, les
différentes LFA Golf qui sont indiquées, chaque fois avec l'indication active ou pas active. Et en fait, aujourd'hui, c'est un exemple assez intéressant, parce que c'est un cas que je n'ai pas encore rencontré très souvent. On est samedi et le LFA Golf 1 n'est pas activé. Et oui, mais ça je peux expliquer. Pardon ? C'est parce qu'il y a des exercices militaires. Tout à fait, c'est parce qu'il y a des exercices militaires. Et donc, quand j'ai fait la préparation pendant la semaine, j'avais une grande question. Est-ce que le LFA Golf 1 sera activé ? Oui ou non. Mais aussi, est-ce que le site web de la Ligue sera à jour? Parce que le site web, il faut aussi savoir qu'il y a certaines choses qui sont automatisées derrière. Et donc j'avais un peu une crainte que le LFA Golf 1 ne serait pas actif et que le site dirait que c'est actif. Donc moi je suis quand même rassuré de voir que 1 il n'est pas actif et 2 que le site de la Ligue dit qu'il n'est pas actif. Alors les LFA Golf, là de nouveau, ce n'est pas le but d'aujourd'hui de rentrer dans les détails des différentes zones. Ça c'était dans les liens que j'avais envoyés comme préparation. En revanche, je veux quand même souligner que ce qui est pour nous intéressant, c'est le Golf 1, le Golf 2 Sud et le Golf 5. C'est ceux-là qui permettent de voler les différentes flight levels qui sont les plus intéressants pour nous. Le 2, le 3 et le 4, c'est des petites zones autour de certains aérodromes. Et donc en fait, c'est ça qui explique que normalement c'est illogique d'avoir le Golf 2 qui est un niveau supérieur activé sans que le Golf 1 est activé, mais ici vu que c'est lié à un aérodrome spécifique qui n'est pas impacté par les exercices militaires, c'est assez logique qu'ils ont négocié d'avoir cette activation spéciale. Donc ici, c'est quand même un cas très spécial. Ce qu'il faut savoir aussi de ce site-là, c'est que le samedi et les dimanches où cette information sera disponible, cette information n'est que disponible à partir de 10 heures. Ça, c'est aussi une limitation pour nous, parce que pas mal de gens doivent déjà se mettre en route avant 10 heures. Et là, il y a Nathanaël qui a déjà chipoté pour avoir une petite solution qui nous permet d'envoyer un SMS à un numéro et de recevoir ce morceau de texte par SMS plus tard sur la journée. Je l'ai déjà testé et je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Un autre truc qui est quand même bien à savoir, c'est que le site ici il va toujours dire les flight level impairs, c'est-à-dire le flight level 55 pour le Golf 1, le 75 pour le 2 et le 95 pour le Golf 5. En revanche, le calcul qui est fait derrière, c'est flight level 70. Si tu fais les calculs corrects avec la pression qui est là, tu vas dire qu'en fait, ils affichent le flight level 70. Et ça, c'est parce que il y a un raisonnement derrière qui dit qu'il faut avoir une séparation de 500 pieds entre les avions, etc., etc. De toute façon, moi déjà, il y a longtemps, il y a 4 années, je pense, il y a 4-5 années, j'avais vérifié ça avec Étienne Marchal, qui avait posé la question au sein de Belgo Control, et le directeur de Belgo Control avait confirmé que si le Golf va jusqu'à flight level 75, on peut monter jusqu'à 75. Donc en gros, en réalité, il faut rajouter 150 mètres sur l'altitude qui est affichée ici. Et moi je trouve que c'est quand même crucial, parce que ces 150 mètres, c'est très souvent la différence entre réussir ton cross et ne pas le réussir. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut noter. Évidemment, j'avais déjà abordé ça avec la fédération, et malheureusement Jean était de l'avis qu'il fallait respecter
gentleman's agreement, de garder la séparation entre les aéronefs. De toute façon, moi je vole avec l'altitude qui correspond à flight level 75 parce que ça a été confirmé par Belco Control. So when the flight level 75 is the maximum altitude, and the one next to it, that's with the margin. Exactly. Okay. Yeah. And the difference was about 150 meters. 150. Mais à contrario, le pilote qui est concerné par ce flight level 75, il est aussi assez sage de 500 pieds. Donc lui, en fait, dans la même logique, de rester au flight level 80. Oui, mais c'est un débat. En fait, la difficulté, c'est parce qu'il y a le mot excluded, et c'est là l'interprétation qui peut être différente. De toute façon, l'argument de Belco Control, c'est que quand on est dans le Golfe, il n'y a pas de séparation parce qu'on est dans des conditions de vol à vue. Et donc, les règles de séparation ne s'appliquent pas parce qu'on est dans le vol à vue. Point barre. Maintenant, autre chose, quand tu es au flight level 75, en général, tu es plus proche du nuage que la marge de 300 mètres. Donc, il y a plein de choses. Là aussi, il y a Vincent Trèves, par exemple, qui, dans un cadre d'un groupe européen, avec les Français, est en train de travailler sur ce problème-là, qu'en fait, on ne respecte pas les 300 mètres. Et donc, oui, mais il y aura une dérogation. Donc, ils sont en train de mettre une proposition de texte pour avoir une dérogation pour le vol libre sur cette règle-là. Oui, je ne comprends pas la règle en soi, en fait. Je ne comprends pas pourquoi cette règle est 300 mètres comme ça. Quand tu voles avec un avion avec un moteur, c'est assez logique parce que c'est un risque d'avoir des collisions, c'est être trop près des nuages. Il y a un risque de ne pas voir l'autre avion. Ah oui, si deux avions se trouvent chacun d'un côté d'un nuage, il y a un risque. C'est simplement une mesure de sécurité qui a été prise. Et évidemment, c'est en parlant avec des avions qui volent à 300 mètres. Mais non, mais il peut y avoir des avions en IFR qui sortent du nuage à ce moment-là. Si tu es juste à la base, ouais, mais bon. Oui, mais bon, c'est pour ça qu'il faut. Dans un espace G, non, hein, si tu es dans un nuage, tu es en IFR de toute façon, que tu sois dans un espace G ou pas. Logiquement, oui. De toute façon, ça c'est des. Tu vas pouvoir sortir et te voir à ce moment-là. Il sort et que tu es là. C'est des débats. Les planeurs, ils ne respectent jamais les 300 mètres. Alors que eux, avec la finesse, peuvent se faire. Non, mais j'explique la philosophie de la règle. Chaque fois, Oui, mais de toute façon, ici, je peux confirmer qu'officiellement, il y a un comité en cours qui est en train de travailler sur une dérogation pour le vol libre pour cette règle-là. Comment on a fait la Oui, ça sera le cas, ça sera utilisé. Donc c'est juste légalement pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça sera dans le futur. Ce qui est encore important ici sur cette page aussi, c'est très souvent les textes. Là, très souvent, c'est la fameuse texte que soit Kleinenbrogel, soit Floren est active. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais donc, s'ils disent que Floren est active tandis que LFA Golf est activé, ça veut dire qu'il faut être à l'écoute d'une certaine fréquence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les. Ça, c'est bien expliqué dans l'AIP aussi. Encore une fois, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, donc je ne vais plus trop rentrer dans ces détails-là. Donc, au niveau NOTAM, qu'est-ce qu'on retrouve dans un NOTAM? Principalement des informations sur l'activation d'une zone existante. Donc il y a certaines zones qui dans l'AIP sont indiquées comme activables 24 heures sur 24. Il y en a d'autres où ça sera dans l'AIP indiqué qu'elle est activable par NOTAM.
Et donc, si elle est activable par NOTAM, c'est dans le NOTAM qu'on va trouver cette information, si oui ou non elle est activée. Il y a aussi, malheureusement, assez souvent, des définitions des zones qui ne sont pas encore définies auparavant. C'est très souvent parce qu'ils veulent un peu plus de flexibilité à gauche ou à droite. Mais ce n'est pas forcément mauvais pour nous, parce que ce que je constate quand même aussi, c'est que les militaires ont une tendance de définir quand même assez souvent des nouvelles zones. Et c'est très souvent des zones qui sont plus petites que les zones d'entraînement classiques qu'ils ont. Et donc en fait, c'est quand même une bonne chose, parce que tout compte fait, les militaires ne sont pas si méchants que ça. Au lieu d'activer une zone qui couvre toute la Belgique, ils vont quand même essayer d'activer des zones où réellement ils comptent faire leur exercice. Donc, il ne faut pas trop râler sur le fait qu'il y a de nouvelles zones. Si cette zone est utilisée souvent par après, très souvent elle sera mise dans l'AIP par après. Donc, en fait, ce que j'ai constaté au cours des années, c'est que ces zones, et surtout les zones militaires qui font le côté complexe de l'espace aérien chez nous, en fait, c'est en évolution continue, chaque année ça change, et très souvent ils essayent quand même de tenir compte des autres usagers. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et puis après, il y a des informations générales qui se trouvent dans le NOTAM, et ça peut être du tout et n'importe quoi. Ça peut être sur l'aérodrome machin X, piste X n'est pas utilisable. Ça peut être, attention, à côté de piste X de l'aérodrome, il y a une grue. Attention, ils sont en train de travailler sur la ligne haute tension à endroit tel. Attention, il y a un sommet européen à Bruxelles. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et c'est ça en général qui fait la complexité de lire un NOTAM, c'est de faire la distinction entre ces trois éléments. La distinction entre qu'est-ce qui est l'activation des zones existantes, l'information quand il y a une nouvelle zone, il n'y a rien à faire, il faut aller trouver un moyen, quelque part, voir sur une carte ce que c'est cette zone, parce que forcément, vu qu'elle est nouvelle, elle n'est pas sur la carte. Et puis, filtrer toutes les informations générales. En général, on n'a rien à cirer de ce qui raconte là-dedans. Où est-ce qu'on trouve les NOTAM? Évidemment, c'est les sites de contrôle que vous connaissez tous. Et donc, c'est là que cette fois-ci, je vais quand même bien aller dans le site de Belgocontrol. Donc, il y a deux boutons, deux onglets qui sont importants pour nous. C'est le PIB, qui est le Pilot Briefing, et le AIP, qui est la documentation de référence où on trouve toute la description des zones. Je vais faire l'explication en réel. Si on va dans la section du briefing, ici il y a plusieurs onglets. Et en fait, le NOTAM officiel, il n'y en a qu'un, et c'est celui-ci. Dans ce NOTAM-ci, tu vas trouver tous les messages de NOTAM qui sont relevant le jour même et les prochains jours. Et les prochains jours, ça peut aller très loin, parce que certains messages peuvent être un changement de fréquence de la tour de l'aérodrome. Et donc, il y aura un NOTAM pour signaler ce changement jusqu'au moment que le changement a été officiellement repris dans l'AIP. Donc là-dedans, il y a des choses qui sont vraiment sur des périodes super longues. Par exemple, ici, je prends le premier que je trouve, ça va du 30 avril jusqu'au 25 juin. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est que pas mal de ces messages-là, ils sont liés à des aérodromes. Parce que ça, c'est le principe des NOTAM. C'est lié à des aérodromes, donc des zones dans l'espace, en fait, qui sont sous le contrôle de certains aérodromes.
Et donc, tu as tous les aérodromes avec tous les petits messages de chaque aérodrome. Et très souvent, ce qui est lié à les aérodromes, c'est pas très intéressant pour nous, parce que justement, c'est très souvent lié à ce qui se passe à l'intérieur des zones CTR et TMA, où de toute façon, on ne peut pas y être. Lesquels sont importants pour nous? Il n'y en a que deux. Je dis en général, il n'y en a que deux évidemment, tu ne peux jamais rien exclure. En général, il n'y en a que deux qui sont importants pour nous, c'est le Brussels FIR A et FIR B. Parce que tout ce qui n'est pas lié à un aéroport direct tombe sous la responsabilité de l'aéroport de Bruxelles, le tour de contrôle de Bruxelles. Et donc, évidemment, tout ce qui est au niveau des zones militaires et tout, ça se trouve dans ces deux-là. Pourquoi j'explique tout ça? C'est pour qu'on comprenne ce qui est derrière ça. En réalité, il y a très peu la nécessité d'aller regarder là-dedans. Parce que depuis quelques années, depuis qu'ils ont refait le site internet du côté Belco Control, ils ont fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est les daily warnings. Et qu'est-ce que c'est les daily warnings? En fait, c'est rien d'autre qu'un filtre de tout ça sur les dates. Donc ils vont juste filtrer tous les messages dans le NOTAM qui sont applicables le 7 juin et ici le 8 juin. Et donc ça rend quand même déjà la liste beaucoup plus facile à lire. Donc en fait, si on est dans une préparation de vol la veille, il suffit de prendre celui du lendemain et on a tout. On a toutes les informations qu'il faut. Par contre, par exemple, ici, le cas cette semaine-ci, il y avait Bernard Barr qui avait signalé qu'il y avait des exercices militaires. Le mercredi, je voulais voir les NOTAM pour le vendredi. Ben là, j'avais pas d'autre choix que d'aller regarder ici dans les filières Bruxelles qui fait quand même que c'est beaucoup plus de boulot parce qu'il y a beaucoup plus de choses dedans qui ne sont pas importantes pour nous. Donc, en gros, il y a les daily warnings, il y a une espèce de carte qu'ils ont essayé de faire, et il y a un troisième élément qui n'est que apparu cette année-ci, c'est une carte interactive. La carte interactive, c'est un essai du côté de Belco Control pour simplifier les choses. Personnellement, mon expérience, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas. Ils indiquent des zones avec des couleurs qui pourraient être super géniales de visualiser en ligne ce qui est actif et ce qui n'est pas, mais les zones qui sont activées avec les couleurs ne correspondent pas avec les NOTAM derrière. Donc, pour l'instant, tant qu'ils n'améliorent pas leur truc, je vous déconseille vivement d'utiliser ça parce que ça va juste amener des erreurs qui sont quand même nécessaires. Le daily warning sous forme carte, je vais l'ouvrir. C'est quelque chose aussi qui, moi, je vois peu d'intérêt. C'est quelque part, ce que ça fait, c'est simplement par NOTAM, par message de NOTAM. Donc, un message de NOTAM, ça a toujours un numéro de référence. Et en fait, tout ce qu'ils font ici, c'est mettre ce message à l'endroit d'application. Ça peut servir, par exemple, pour très vite voir ce qui est important. Si on ne connaît pas très bien la géographie de la Belgique et on voit un truc à Assenede, tu ne sais pas où tu trouves Assenede, tu prends le message, tu cliques dessus et tu vas voir que c'est en Flandre et que ce n'est pas très important pour voler en Wallonie. Donc au début, j'ai quand même utilisé ça. Après, je trouve que la façon d'afficher les NOTAM ici, c'est quand même pas évident à lire. Et donc, en pratique, moi, j'ai aussi constaté que, voilà, je ne l'utilise pas trop. Surtout, il y a un truc qui est pas mal non plus, le programme Skydenon, Ouais. que je joue beaucoup avec, franchement, il est plus explicite. Et si tu télécharges le NOTAM du jour,
Avec ton GPS, tu le mets dedans, Ouais, donc il y a des programmes. et tu vois toutes les autres. Il y a des programmes de préparation de vol, mais c'est plutôt orienté pour des vols longue distance avec des avions à moteur. Tu mets sur une carte la route que tu vas suivre. Il va chercher toutes les zones, toutes les zones contrôlées liées à un aérodrome. Il va aller pêcher toutes les notables liées sur les zones dans lesquelles tu passes. Pour des vols moteurs, c'est vraiment très intéressant parce que là, tu planifies de toute façon ton vol et tu sais que tu sais faire le vol que tu avais planifié. Pour nous, il y a un certain intérêt, c'est quelque chose que moi je n'utilise pas pour l'instant, mais que j'envisage en effet d'explorer un peu plus parce que je pense qu'il y a quand même sur certains axes où on sait qu'on doit suivre un axe pour des zones fixes, il y a un intérêt à le faire. Surtout par exemple en France, parce que là ça permettra de voir les zones. Oui, le rendu en fonction du browser que tu utilises, il est plus ou moins bon. Je crois qu'avec Chrome, ça donne mieux que ce que tu montres là. En fonction du browser, parce que je crois qu'en dehors de ça, il n'y a quand même pas beaucoup d'autres solutions. Parce que tu dis ni l'interactif, ni le PDF, mais... Non, il y a le format texte. Ouais, et en fait, moi, j'utilise ça principalement. Donc les deux autres, la carte interactive qu'ils ont essayé de faire, c'est quelque chose qui est sous développement chez Beidou Control et qui va encore évoluer. Et je pense que si ça évolue dans le sens qu'ils veulent le faire, ça va bien fonctionner. Mais pour l'instant, c'est en démo et ça ne marche pas super bien. Et puis ici, c'est vraiment le PDF avec le texte filtré, qui est quand même assez bien fait. Et en général, quand même assez intéressant. Donc ici, c'est l'exemple que j'avais pris du 10 avril, le fameux jour. Et pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Parce qu'il y a quand même pas mal de zones qui sont dedans et pas mal de choses. Donc en fait, comme je disais, ici c'est un filtre de tous les messages qui sont relevant pour ce jour-là. Donc, on voit toujours le jour, l'heure où il a été pris. Et donc, on va retrouver les mêmes sections dedans. Donc, on va trouver Bruxelles-Seffière, A et les aéroports. Donc, de nouveau, la même logique que... Ah non, ça c'est le méthode solaire. Ouais, donc en fait, non, je me suis trompé. Ça, c'est juste l'impression du truc interactif, du truc sur l'Internet que j'avais montré. Donc logiquement, tu vois ici que tu as tous les messages et que, en effet, c'est super lourd d'aller lire tout ça. Donc c'est ça qui n'est pas vraiment nécessaire. Ce que je voulais montrer, c'est en fait l'exemple suivant. J'ai pris ici les 5 juin, mais je crois que j'ai encore le 10 avril, mais qu'il arrive plus tard. Parce que ça, c'est ici le daily warning, que je vais quand même utiliser comme exemple pratique concret. Donc le daily warning, ici on parle bien d'un filtre. Et en fait, on ne retrouve plus les aérodromes dedans. Et donc, c'est ce que je disais, les aérodromes, vu que de toute façon, on ne peut pas aller dans le TMA, on n'a vraiment pas grand-chose à savoir ce qui se passe dans ces TMA. Donc en fait, ici, il va vraiment juste filtrer les messages du jour et les messages liés au FIR qui sont importants pour nous. On voit la date qu'il a été pris et la date de la validité du message, donc c'est pour le 5 juin du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Et donc ici on va trouver toutes les différentes zones. Je vais
mettre le texte un peu plus grand. Donc par exemple le premier, ben, c'est du 4 juin jusqu'au 6 juin, de 6h à 15h. Donc bon, c'est ici du 4 juin 6h jusqu'au 6 juin 15h. Il y a la zone EBD 07B, Lombardseed, qui est active. Et cette zone-là, elle commence au sol et elle s'arrête à flight level 240. Comme j'expliquais avant, c'est une zone EBD, donc c'est une zone danger. C'est important à savoir que ce message est là parce que ça veut dire que si tu vas survoler la base militaire de Lombardseed et que tu vas probablement voir une activité, mais dans cette zone-là, on peut aller dedans. Les heures qui sont indiquées, c'est toujours les heures UTC. Donc pour les notables, ça veut dire que pour avoir l'heure en été, il faut ajouter 2 heures. Pour avoir l'heure en hiver, il faut ajouter 1 heure. Si la validité du message transgresse le changement d'heure, donc s'il commence avant le changement d'heure et il finit après, il y aura 2 messages séparés pour bien faire cette distinction. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair, c'est assez facile. Il faut savoir tout c'est comme ça, mais après, c'est assez facile. Ce qui est important aussi de voir, c'est qu'ici, ils disent, voilà, c'est du 4 juin à 6h jusqu'au 6 juin à 15h, mais le jour, chaque jour, ça sera entre 6h et 15h activé. Donc ça veut dire que chaque jour, après 17h, ce message n'est plus valable. Donc en gros, cette zone, elle est activée jusqu'à 5h locales tous les jours, du 4 juin au 6 juin. Mais vu que c'est de toute façon une zone type D, danger, on peut aller dedans, donc c'est pas important pour nous. En fait, avec ces éléments-là, on peut quand même assez facilement scruter le daily warning et voir facilement ce qui est important pour nous et ce qu'il n'y a pas. Un deuxième exemple ici, c'est la deuxième zone, où tu as le texte Creation of TSA, donc TSA, Temporary Segregated Area, une zone militaire réservée aux militaires où on ne peut pas aller dedans. Et c'est une création, c'est une nouvelle zone qui n'est pas dans l'AIP, donc ça ne sert à rien d'aller chercher dans l'AIP où se trouve cette zone-là. Avant de continuer le message ici, je vais quand même peut-être passer sur la partie AIP pour ce message ici, parce qu'en fait j'avais parlé de cette zone-là dans l'AIP. Et évidemment, il faudra aller la chercher sur une carte. Et donc dans l'AIP, il y a cette partie Military Exercise and Training Areas. Je vais montrer plus tard l'AIP même. Mais donc dans l'AIP, on peut trouver ce morceau-là. Et là, on peut aller chercher ah oui, non. C'est évidemment celui que j'ai pris ici. J'ai pris celui-ci sur le slide. Et j'ai peut-être après quand même d'aller sur l'AIP même. Parce que le EBD, c'est une zone danger. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se trouve dans la section ici, en route, Navigation Warnings. Ça, c'est des choses, il faut connaître la structure de ce document-là, de cette publication, pour vraiment le comprendre. Mais la structure n'est pas si compliquée que ça. Parce qu'en fait, il y a la partie générale, et dans la partie générale, tu vas ici trouver Tables and Codes, et là-dedans, tu as les abréviations. C'est les documents que j'avais montrés tout à l'heure. Donc, tout ce qui est important dans cette section générale, c'est ça.
évidemment, si on est intéressé, si on est motivé, on peut trouver d'autres informations là-dedans aussi, comme par exemple la définition des heures et tout ça. Tout ça, c'est décrit dans cette section générale. Puis, toutes les zones, en gros, se trouvent dans la section en route. Donc, c'est vraiment la section qui est importante en vol, de connaître en vol. C'est de là que vient cette connotation en route. Et là-dedans, tu as introduction, les généralités. Il y a Air Traffic Service Airspace, donc c'est bien l'espace aérien où on trouve en route, section 2, paragraphe 1, le FIR, TMA, etc. Et donc là, on va trouver toutes les définitions de toutes les TMA, etc. Et donc, par exemple, si on descend, on trouve les définitions de, par exemple, toutes les zones de Bruxelles. Mais par exemple, quelque chose qui est plus important pour nous, c'est Chaparrois TMA 1, avec une description des limites, donc les coordonnées GPS de la zone, toujours en degrés, minutes, secondes, les limites de la zone, la classification de la zone, et des informations comme par exemple les heures d'opération, les fréquences à utiliser pour les contacter et certaines remarques. Donc pour des civils, en général, c'est activé 24 heures sur 24 et donc on ne peut pas aller dedans vu que c'est une classe C. Ce qu'il y a ici aussi, pour nous, qui est important, donc il y a ici le côté TMA et CTA. Et puis après, ce qui est important, c'est Navigation Warnings, où tu vas te retrouver les définitions des zones P, R et D, donc les Prohibited, Restricted et Danger. Et donc si par exemple ici, je vais dans la section de ces zones-là, je peux aller descendre et retrouver les EBD, et donc là le EBD 27, 26, c'était le 27 ou 26 07 ou 26. C'était le 07, oui, le nom c'était Lombard. Donc là, EBD 07A, ben, il se trouve ici, et donc là on a les limites, la définition de la zone avec les coordonnées, les plafonds, l'explication de ce que c'est cette zone-là, et surtout pour les zones militaires et tout ça, et les zones danger, tout ça, c'est quand même utile parce que ça permet d'évaluer le danger lui-même. Et puis il y a la remarque activée par NOTAM, donc évidemment c'est une zone activable par NOTAM. Donc ici on trouve la section des zones PR et D. Il y a aussi la section avec les TRA et les TSA. Other activities of danger nature, ça c'est pas super. Ouais, c'est quand même important, mais c'est des choses qui sont quand même sur une carte par exemple. Donc ici on va par exemple trouver la zone quand même assez ennuyante pour nous. Le EBP, donc c'est un prohibited, donc c'est interdit, et c'est le château du roi à Ciernon, et donc on ne peut pas aller dedans, c'est activé en permanence, et c'est du sol juste sans limite. Ça c'est une zone. Pardon? Un bisou de. On risque si on va là-dedans, finalement, c'est le château du roi. Là, on risque rien si on va dedans. Il faut juste pas poser dedans. Tu risques peut-être ton permis de ton excès, hein. Ah, officiellement, tu es passé où? Mais donc, personnellement, la raison que je suis quand même assez contre la décision de notre fédé d'aller exiger toutes les traces, c'est par exemple pour moi, ça c'est une petite erreur. Si on passe en vol à 2000 mètres au-dessus du château de Roi, il n'y a personne qui va mourir. En plus, la pilote,
malgré que c'est une infraction, et donc évidemment, si on a une obligation de rendre sa trace, le risque c'est de perdre sa licence à cause de connerie pareille. Donc c'est pour ça que... C'est un autre débat. C'est un autre débat, je suis contre, et ça c'est par exemple une zone où je dis en effet... Et pour recentrer un peu, quand on a une zone, on voit qu'il y a une zone qui est activée, on va là pour voir qu'est-ce que c'est que cette zone et où elle se situe, mais en fait on ne le voit pas du tout, parce que ces chiffres ne sont pas parlants. Justement, j'allais y arriver. Il y a ici, à la fin, un route chart. Donc ça, c'est les cartes avec les zones. Okay. Et donc, en fait, la structure ici, c'est que parce que si on met toutes les zones sur une carte, ça devient illisible. Donc, ils ont repris une carte par catégorie qu'on va retrouver ici. Donc, en fait, on va ici trouver les cartes avec ATS Airspace Control. On va trouver Civil TMA, Military TMA, et donc, par exemple, les Civil TMA, si on va sur cette carte-là, c'est assez évident de voir. Donc, tu retrouves Charleroi, Liège, etc. Évidemment, il faut quand même préparer. C'est une illusion de croire que le jour même, tu vas comprendre toutes les zones qui sont sur une carte pareille. Par exemple, ici à Liège, le vrai TMA se trouve là. Ici, ça c'est une zone qui est activée la nuit pour des vols de nuit à Liège. Donc, principalement pour DHL qui a son zone. Donc, en fait, il y a le jour, Charleroi et Liège sont contrôlés individuellement par des tours. Et la nuit, c'est la tour de Liège qui reprend le contrôle de l'aérodrome de Charleroi. Et ça, tu le sais dans la IP alors? Ça, tu sais lire dans Il faut lire dans la IP. Et ça, ici, par exemple, moi je sais ça parce qu'Étienne me l'a expliqué, parce qu'elle a trouvé ça tout seul dans un AIP sans savoir vraiment le faire. Si on sait que c'est comme ça, on peut en effet aller rechercher dans l'AIP les références officielles et tu vas en effet les retrouver. Oui? Non, c'est parce qu'il y a un mois d'ici qui nous avait un peu aiguillé, je pense qu'on volait à Romain, je ne sais plus, c'était le jour où il y avait ces fameux exercices drones, tu avais donné la définition de ces zones, tu avais publié la carte, je pense, en parapente belge, et tu avais dit la zone concernée est celle encadrée de rouge. Et puis quand on ouvre cette carte, on se rend compte qu'on a plein de polynômes qui avaient des couleurs différentes, c'était encadré rouge, vert, parfois ça se chevauchait. Et au final, c'était quasiment impossible de savoir avec exactitude la zone concernée, ou en tout cas très difficilement interprétable. J'aurais pu définir peut-être plusieurs zones dans mon esprit, plus grandes, plus petites, concernées ou pas. Et ça, c'était... J'imagine que c'est cette carte-ci. Ouais, exactement. Et là, donc en fait, ça c'est juste... la zone orange, mais qu'est-ce que la zone orange quand il y a le rouge de l'orange? Ça c'est juste la carte officielle qu'on trouve sur la même page, mais pour les TSA. Et donc ici, il faut aller zoomer. Et par exemple, ici, on va retrouver les deux zones qui étaient actives jeudi, vendredi et même encore ce week-end, c'est-à-dire les TSA 28A et le TSA 28B, qui sont les zones où ils font les exercices entre autres avec les drones. Et donc ici c'est du sol jusqu'à flight level 150 et les zones sont encadrées comme ça. Là c'est encore l'air assez clair, mais il y a parfois des exemples. Ici avec la TSA 27, toute la zone 27, là c'est un peu plus complexe. Évidemment, c'est la complexité de mettre des zones sur une carte, c'est que pour limiter le nombre de cartes, il faut bien regrouper les zones, et si on met trop de zones sur une carte, ça devient illisible. Mais par exemple, ici, la TSA 26A et la TSA 26B, c'est la partie verte, et c'est toutes ces zones-là. C'est souvent comme ça. La A ou la B? La A et la B, la distinction, c'est le niveau. Tu vois ici que la B, elle va de 4500 pieds jusqu'à 95, et la A, elle va de 95 jusqu'à Unlimited.
Ouais, mais où est la frontière? C'est Voilà, pas Mais la part, c'est la même. C'est tout l'ensemble. Quand la A est active, c'est jusqu'à 95. C'est de Donc c'est vraiment des zones superposées qui permettent de... Il faut souvent la paix. en même temps. Oui, Alors c'est c'est question d'auteur. C'est une question de s'entraîner après. Ça peut... Il faut rentrer dedans un peu. Et c'est ça que je disais, c'est l'illusion de croire Ce qui est ennuyant, c'est que ça prend la France avec. faire ça Et les Français sur sont pas au quelques courant. minutes. Ouais, voilà, et les Ça Français prend sont pas au du temps courant. à connaître les choses. C'est le problème. C'est le problème que vous avez. Est-ce que c'est un accord avec la France la zone là, qui passe sur toute la... Oui, ça c'est encore... On a annexé partie- ça, non On a annexé ça. C'est les Landes. En hauteur, oui. Mais après, Ah ouais, en hauteur. J'ai été en forte communication avec Patrick Barthes de la Ligue Champagne-Ardenne, justement pour cette zone-là, parce que en avril, le fameux jour en avril, ça m'interpellait quand même très fort de voir que la Belgique avait une zone qui dépasse quand même bien en France, et que dans les notamment en France, il n'y avait pas de message. Je vais peut-être à la fin de la présentation revenir là-dessus parce que c'est quand même un truc assez drôle. Mais ici, ça m'amènera trop loin dans la présentation pour commencer à expliquer ici. En tout cas, cette histoire-là n'est pas encore finie. Et pour l'instant, les militaires français sont en train de se disputer avec les militaires belges. Toujours se taper Donc, je pense que les militaires belges vont peut-être encore regretter d'avoir fait ce Hermis bien. Mais donc ça, c'était l'exemple avec une zone qui est répertoriée. Et maintenant, je vais aller chercher le document où il était. C'est celui-là. Donc en fait, c'était pour montrer, quand tu vois un message dans le NOTAM sur le EBD 07B Lombardseide, tu peux aller voir dans l'AIP et la carte de l'AIP où il se trouve. Évidemment, avec une création d'une nouvelle zone, ça se complique un peu, parce que là, il n'y a pas de carte qui est faite, parce que c'est une nouvelle zone, et donc tu vas trouver tous les détails de la zone ici, dans la description. Donc c'est une TSA, donc c'est interdit pour nous. Et le nom PEP. Et c'est la zone qui est définie par ces points-là. Donc en fait ici, il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher un outil qui te permet de visualiser ça. Cette zone ici, par exemple, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le format OpenAir. J'ai mis ces coordonnées dans un fichier OpenAir. Et par exemple, le GPS Dump, qui est un outil pour décharger les traces, il permet de convertir un fichier OpenAir en GPX. Et j'ai ouvert le GPX avec Google Earth. Et tu peux voir la zone. Ça, évidemment, c'est du boulot. Et c'est justement dans le cadre de l'initiative que je suis en train de lancer pour vulgariser un peu plus les NOTAM et les informations sur l'espace aérien. C'est quelque chose que moi je vois en effet si on est un petit groupe d'une dizaine de pilotes et même des autres pilotes à côté qui aident. À le moment qu'on voit un NOTAM avec une nouvelle zone comme ça, il y a un gars qui le fait, qui le montre sur un outil sur Internet avec Google Maps et tout le monde s'en va voir quelle zone c'est. Donc là, je pense... excusez-moi. Oui. Donc tu veux dire que si une zone est créée comme celle-là, elle va exister dans le futur aussi, elle va être là. Elle va être créée. Celle-là, non. Donc ici, elle est créée temporairement. Voilà. Le NOTAM me dit juste qu'elle est créée temporairement pour les 4 juin jusqu'au 9 juin. Elle pourrait être réutilisée. Voilà, puis après on oublie. Puis, non, après on pourrait la oublie. réutiliser 5 ans plus tard. Mais mon expérience, moi, c'est que très souvent, quand on crée des zones comme ça, ça va réapparaître 3-4 fois, et après 3-4 fois, ça va apparaître dans la Donc c'est quand même bien
Donc c'est quand même bien de visualiser ça et de le préparer et d'avoir ça, parce qu'après ça nous permet aussi, une fois qu'on l'a sous format PDF par exemple, ça permet de le mettre dans nos GPS. Ah ouais, voilà. Les cartes interactives, elles donnent quand même. Toi, tu es très critique, moi je le suis un peu moins. Je pense que c'est parce que ça dépend du browser que tu utilises. Ça permet quand même de visualiser la zone. Oui, mais il y a certaines zones. Les zones, Il me semble. Enfin, il y a On voit certaines, même pas les villes. il y a certaines zones qui ne sont pas blanches. Des villes. donc il ne faut pas utiliser Internet Explorer, c'est ça que tu veux dire? voilà, moi, mon expérience c'est qu'avec Internet Explorer ça marche pas bien. Avec Chrome ça marchait mieux. C'est peut-être juste. J'ai pas bien vérifié. Enfin, Ouais, bah, ça à vérifier, mais. c'est étonnant qu'ils aient fait un outil aussi, Moi, aussi mal foutu. Moi je l'utilise pas mal, et mais j'ai jamais été aussi loin que Queen dans la même. Donc, par exemple, la zone crêpe, c'est ce que j'avais fait en GPX. Donc c'est ça que j'avais publié, c'est cette zone-ci en fait. Donc ici, tu as les deux zones de Lombard-Seine. Ici, dans ma version à moi, pour ne pas être obligé de mettre tous les points de la frontière, parce qu'ici, la zone suit la frontière. Pour faire rapide, parce qu'il fallait le faire le jeudi ou le mercredi soir, j'ai juste fait la définition avec les points de coin. Donc ici, tu as les deux zones de... c'est pas de Lombard-Seine, c'est de PSA 28 A et B, où ils font des exercices de drone. Et donc tu vois que la zone crêpe qui a été définie, elle colle vraiment bien. Pardon? Cohen, non, oui, tout à fait. C'est pour ça que je l'avais mis. Et donc ici, ça c'était les zones avec les hélicoptères où ils allaient faire des exercices. Donc, on était ici. Donc évidemment, pour ce genre de zone, c'est beaucoup plus compliqué. Heureusement, ça n'arrive pas si souvent. Et comme je disais, si ça arrive 3-4 fois et puis après c'est repris dans l'AIP. Mais bon, quand tu fais ton plan de vol, tu vas déjà sélectionner les 4-5 zones problématiques. Ouais. Donc ça va quand même plus vite, quoi. Ouais, tout à fait. Que commencer à tout regarder. Sauf que par exemple, un outil comme Jean-Mi avait mentionné, je ne suis pas sûr qu'il va le mentionner cette zone-là, parce que lui, il ne va pas le connaître. Donc ça, c'est pour ça que ce n'est pas toujours si évident. Donc les cercles que je montrais, c'est par exemple ces zones ici, c'est les TSA, TRA, marche en famine. PSN, c'est l'abréviation pour Position. Donc c'est un point de centre avec un radius de 2,5 milles nautiques. Du sol jusqu'à 2000 pieds au-dessus du sol, donc c'est jusqu'à 600 mètres sol en fait. Donc c'est des zones très basses en fait. Donc ça c'est par exemple, vu que c'est des cylindres, c'est des zones qu'en réalité en cross tu peux survoler. Donc c'est réellement possible de survoler ce genre de choses sans avoir même le risque d'arriver dedans. Si tu as 1005 en transition, tu traverses ça sans souci. Avec une attention. Et donc ça, c'est des choses où il faut comprendre et traiter. Donc ici, il y avait 3 zones, 3 cylindres, marche en famille, Saint-Hubert et paraculture. Puis il y a par exemple des choses comme ici, EBBL c'est Kleinenbrugge, c'est l'aérodrome de Kleinenbrugge. Ça aussi tu vas retrouver dans les abréviations. AD c'est aérodrome, et puis Overflight Prohibited, on ne peut pas survoler la base de Kleinenbrugge parce que justement c'est la base de Kleinenbrugge qui sert comme base, comme QG pour cet exercice-là. Assenede qui est souvent active, j'ai remarqué, mais en fait on n'y vole pas, donc ça ne pose pas trop de problème. Brascat c'est pareil. Le TSA 27 c'est Othon, évidemment celui-là il est assez malheureux pour nous. Et donc celui-là, par exemple ici les 4 jusqu'au 10 juin, donc entre autres maintenant,
pose quand même des problèmes. Il nous pose des problèmes à partir de 4500 pieds. Donc, par exemple, ça c'est la raison que le LFA Golf 1 n'est pas activé ce week-end-ci, c'est cette zone-ci, qui est assez grande, qui le 7 juin est active de 13h30 jusqu'à 21h30 et qui ne permet pas d'activer les LFA Golf 1. Il y a quand même un truc que je fiche pas, c'est qu'au niveau de la limite basse, on parle en pied à AMSL, et puis au niveau de la limite supérieure, on parle en flight level. Oui, c'était l'expliqué. C'est ce que j'ai. On parlait tantôt de la transition, enfin de l'étagement par 500 pieds. Est-ce qu'entre le 4500 et le FL95, parce qu'il n'y a pas de level FL45, je ne sais pas comment en Belgique c'est FL55, donc quelque part, est-ce qu'on ne peut pas rentrer dans cette altitude de transition? Non. Finalement. En fait, ce que j'expliquais, c'est que tout ce qui est en 4500 pieds et en dessous sera toujours indiqué en altitude AMSL. Et tout ce qui est au-dessus de 4500 pieds, c'est toujours flight level. Sa question, c'est est-ce qu'il y a une tolérance, justement? Il y a des tolérances dans la définition des zones. Il y a des tolérances pour assurer. Et ça va dépendre à qui tu poses la question. Si on pose la question à Jean, en fait, c'est comme si les militaires ont une altitude supérieure, s'ils volent en level, on pourrait dire qu'ils ne vont peut-être pas descendre en dessous des FL55. Et que de FL55 à 4500 pieds, ce serait 1000 pieds considérés comme zone de transition. Tout à fait, c'est ça qui se passe en réalité. Donc en fait, le flight level minimum que tu vas rencontrer, c'est 55. Et l'altitude AMSL maximum que tu vas rencontrer, c'est 4500 pieds. Et c'est justement parce que le flight level 55, il sera toujours au-dessus de 4500 pieds. Malgré peu importe la pression. Et donc le marge, il se trouve en effet là. Au-dessus du flight level 55, ça dépend. C'est pour ça que mais c'est clair qu'en semaine, le principe c'est qu'on est limité à 4500 pieds, parce qu'au-delà de ça, c'est de l'espace à rien. Avec 300 de marge. Des autres questions? J'ai quand même une question pratique. Oui. Parce que je trouve ça très beau, c'est les cartes et tout ça, on voit ça sur les cartes. Maintenant, on est en vol. Mais je vois des bois et des routes, mais je ne vois pas de cartes, donc je ne vois pas les traces. Là, évidemment, il faut avoir un bon GPS qui montre les zones sur ton GPS. Ou alors, donc en fait, tu peux déjà jouer avec ça. Le truc, c'est qu'il y a plusieurs GPS qui ont plusieurs solutions différentes. J'ai consciemment décidé de ne pas rentrer dans tout ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui demande, beaucoup de préparation, deux, il y a encore beaucoup de travail à faire, et trois, qui dépend de tous les GPS. Donc là, on parle de 4-5 GPS différentes que moi, j'ai pas forcément. Ce que je peux dire, c'est qu'avec Bart van Westeen, j'avais fait le travail de faire une carte Garmin qui faisait la distinction entre une carte pour voler en semaine, une carte pour voler le week-end avec LFA Golf 1, une carte pour le week-end avec LFA Golf 2 et le Golf 5. Cette carte-là, malheureusement, elle n'est pas à jour. Ça prend du temps de suivre toutes les zones et tout. Parce qu'on ne se limite pas uniquement à la Belgique, on avait aussi pris toutes les zones frontalières en plus. Et j'aimerais bien, avec un groupe que je veux relancer maintenant, créer un groupe de plusieurs personnes où on peut partager le travail de mettre ça à jour. Ça existe en Angleterre, hein? Ça existe en Angleterre. Il y a une vol, il y a un alarme qui dit il faut descendre. Oui, mais par exemple, les GPS Garmin. On va avec ça. Les GPS Garmin, ils ne vont pas permettre d'avoir une alarme avec l'altitude.
La carte Garmin, moi je la trouve très intéressante pour une raison, c'est qu'on peut le faire gratuitement et tout le monde peut avoir des cartes sur son GPS et les GPS ne coûtent pas très cher. Après, il y a des GPS qui coûtent très cher qui savent tout faire et il y a maintenant une série de GPS intermédiaires qui sont en train d'évoluer, mais qui utilisent des fichiers OpenAir, et après, toute la responsabilité, c'est d'avoir les bonnes zones dans le fichier OpenAir. Et là, malheureusement, je constate qu'il y a régulièrement des erreurs à gauche, à droite, c'est pas si évident que ça. Donc, c'est quelque chose qui évolue encore, et donc je ne voulais pas trop rentrer là-dedans, parce que justement, ça évolue encore trop. Et je pense qu'avec le groupe, l'initiative que je vais démarrer maintenant ici, si on peut travailler cet hiver-ci là-dessus, je pense que pour le printemps suivant, on pourrait déjà avoir des réponses pratiques à cette question-là, au moins pour une série de GPS, une série de 6-7 GPS à des prix qui varient entre le prix de Garmin de 200-300 euros jusqu'au Compléo qui varie de 1000 euros. Parce que les militaires, comment eux ils font? Ah, eux, ils ont des GPS professionnels qui ont les zones maintenant. Ouais, voilà. Si on veut mettre le budget aujourd'hui, on peut s'acheter un vrai GPS aéronautique. Et lui, il aura toutes les zones dedans, toutes les arrêts. Et c'est même portable. Oui, il y a une tablette, ça marche déjà. Par exemple, avec une tablette, ça marche. J'ai ma tablette, je te montrerai tantôt. Donc, évidemment, les tablettes et tout ça, maintenant, tout est en train d'évoluer très vite. Et dans un avion, dans un planeur, on peut se permettre d'avoir un PDA, une tablette, n'importe quoi. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Et un truc qui est apparu sur Parapente Belge hier, je crois, c'était Phil qui avait mis le smartphone Decathlon, qui m'a l'air quand même très prometteur comme solution, puisque c'est un smartphone à 250 € sur Android, qui est assez robuste, qui prétend 20 heures de fonctionnement. Donc même s'il a un quart de ce qu'ils disent, ça suffit pour nos vols, il est lisible sous le soleil. Et le plateforme Android permet d'installer un outil, une application qui permet de visualiser les zones. Donc c'est quelque chose qui est apparu hier et qui personnellement, moi, m'intéresse énormément. Donc ça évolue énormément pour l'instant et je pense qu'il faut justement avec quelques bons pilotes qui s'y connaissent, qui ont l'expérience de voler, voir un peu ce que ça donne à la pratique. Est-ce qu'on faire un petit conseil à ce moment-là? Sinon, pour répondre aussi à Rika, parce que je fais souvent, c'est que je crée ma route, mais il faut préparer évidemment le vol. Tu mets des balises là où tu dois passer, et donc de cette manière-là, tu passes à côté des zones. Il n'y a pas la hauteur, évidemment, mais tu crées ta route. Oui, mais là, comment compliqué parce que les cartes et les voies et les routes. Il y a par exemple, si tu avec les Garmin, quelque chose que Patrick Barthes avait fait, c'est dans Google Earth, créer des espèces de couloirs. Tu transformes ça en GPX et sur les Garmin, tu sais mettre un GPX qui affiche sur une carte et tu sais que tu dois rester dans ce couloir-là. Tu sais que tu dois rester entre les lignes de ce qui est dessiné. C'est des solutions bidouilles qui ne sont pas toujours aussi faciles, mais qui permettent quand même. Mais tu sais mettre les altitudes aussi Non, là tu dois soit les mettre en commentaire ou les savoir. C'est jamais des solutions. De toute façon, c'est une illusion de pouvoir voler et se dire en l'air, tiens, quelle zone est-ce que je vais rencontrer? Oui, mais il faut, même avec le cas de 1000, il faut préparer son vol et tout, parce que même un GPS qui va te donner une alerte, tu es en train de voler, tout d'un coup tu vas avoir une alerte. Et l'alerte, tu l'as configurée à 400 mètres, et avec le vent, tu n'as plus option de l'éviter. Tandis que si tu l'avais su 20 km avant,
tu aurais pu craber déjà légèrement et tu aurais pu l'éviter. De toute façon, ça se prépare, ce genre de choses. Les alertes, ça nous permet, par exemple, au moment même qu'on est en train de voler et on sait qu'on est proche d'une zone, ces alertes-là, ça nous permet de décider, oui, je vais passer en dessous, non, je dois à tout prix essayer de l'éviter. Par exemple, un vol que Paul et moi on a fait, on avait une zone de Paris qui nous bloquait. Et donc là, on est aux zones, on est aux limites, et là, la décision, c'était est-ce qu'on passe en dessous ou pas, quoi. Et donc, on a juste, sous le coin, on a fait une transition en dessous. Mais le fait que cette zone Mais est comment là, tu savais déjà? Ça, c'est la préparation. Voilà. Il faut C'est savoir pas que cette que zone tu... est là. parce que moi, je peux m'imaginer, toi, tu vas te voler demain à Revin. Une fois en air, tu vas dire, oh, il n'y a pas tellement de vent, derrière, ça n'a pas l'air top. Devant, j'ai des cumes, et tu pousses devant, quoi. Mais là, toute ta préparation est partie. Là, il faut un peu... La préparation, tu l'as fait une fois, deux fois, trois fois, et puis tu connais les gens. Devant, il va Non, mais là, ça change tous les jours. Petit à petit, tu finis par connaître Ouais, l'espace sur lequel tu les gros trucs, certainement. Mais ça change tous les jours. Mais donc, avec les à deux, trois exceptions près, c'est quand même avec le vent qu'on va, à part Paul et non, c'est clair. Non, mais nous, on va quand même aussi voir. Il y a un joli cume un peu à droite, là. Le cas classique ici, c'est les Sept-Muses. Malheureusement, avec l'extension du TMA, le cas classique, c'est aux Sept-Muses, la rue de nuages qui part, et qui part systématiquement au même endroit. Et ces rues de nuages-là, vu qu'il y a l'extension, tu ne peux plus la prendre, quoi. Et donc, les vols que j'ai fait légal aux Sept-Muses, c'est quand les plafonds étaient assez bas pour passer en dessous. Parce que là, tu sais que tu peux prendre la rue classique. Et l'autre jour, je me suis amusé à essayer de le contourner. Et c'est du boulot. C'était 1h30 pour contourner ces zones en début de vol. Pour aller chercher la rue de nuages qui se trouvait, la rue de nuages parallèle, pas la première parallèle, parce que la première parallèle c'était pas encore bon, il fallait aller chercher la troisième parallèle. Donc là, sur des vols comme le Sept-Muses, c'est assez complexe. Et donc c'est certainement c'est un appel à tous les gens qui veulent participer, tous les gens qui ont l'habitude de voler en Belgique et les zones frontalières. Cette expérience-là d'avoir fait des vols, le retour, de respect des zones, de vol qui a été réalisé, ça on va essayer de faire des fiches avec les autoroutes classiques, avec les mentions, attention, si tu veux partir légalement de cette Meuse, tu sais que tu passes entre la zone de Charleroi et de Liège. Tu sais que si tu veux suivre la rue de nuages classique, tu dois le faire au moment que le plafond est bas, parce qu'une fois que le plafond est haut, tu ne sais plus le faire. Et donc, cette information, cette connaissance-là, moi j'aimerais bien le partager, le mettre sur papier avec les pilotes qui font le vol, et le partager pour tout le monde sur un forum. Tu vas changer de job, quoi. C'est comme Paul dit, les préparations sur certains axes, cette information dans notre tête, c'est des préparations qu'on fait année après année, et que chaque fois qu'on faisait, moi personnellement en tout cas, chaque fois que je faisais un vol, j'allais jusqu'à Reims, puis une fois que j'avais été à Reims, je commençais quand même à regarder plus loin, et donc la prochaine fois je vais à Épernay, et puis la prochaine fois je vais encore un peu plus loin, et c'est comme ça qu'on construit la connaissance de la route. Au début, tu fais chaque fois les mêmes débuts, donc le début que tu fais à chaque fois, tu commences vraiment à connaître, jusqu'au point que, par exemple, le TMA de cette Meuse, au sol, je sais exactement dire où il s'arrête. C'est clair qu'une fois que tu as l'intérêt, tu regardes aussi après ton vol a posteriori, tu vois où tu as volé, tu te souviens, tu dis ah ben oui, donc là j'ai en fait en frein, mais... Donc en fait, exactement pour moi, tout commence par un outil qui te permet de uploader ton vol quelque part et de vérifier toi-même ton propre vol
avant de le rendre public. Et ça, pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas. Et donc ça, c'est, pour moi, tout commence par là, parce que c'est l'expérience pratique d'avoir fait des vols. Et oui, il y aura des infractions, non, parce que, en effet, oui, c'est très complexe de faire des vols dans les règles. Et c'est en faisant des erreurs qu'on doit les identifier sans être répressif. Et ensuite apprendre de ces erreurs et de les éviter la prochaine fois. Oui, ça c'est un outil fabuleux qu'on puisse décharger notre trace et puis de voir en rouge là où on a fait. Il va avoir un outil qui te permet, si you, par exemple, le permet. Mais ça c'est payant, Maxprint c'est gratuit et tu sais faire ça. Ouais. Tu télécharges l'espace aérien en open air et tu vois directement les endroits où tu as franchi. Moi j'aimerais justement, le but de cette initiative, de ce groupe de travail, c'est justement de mettre tous les gens autour d'une table, discuter qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, et comment l'utiliser aussi, hein, parce que comment l'utiliser. Tout à fait. Parce que même, je constate que même les validateurs de la CFD en France, ils ont aucune idée. Tout ce qu'ils font, c'est appuyer sur un bouton dans le logiciel CU, et puis après, une zone EBD, ils vont dire oui, mais t'as un peu de nom, et c'est à toi d'aller dire oui, mais vous savez, on peut aller dans une zone EBD. Ils n'ont aucune connaissance de c'est la difficulté, malheureusement, c'est de connaître tout ça. Ils acceptent les arguments. Hein. Chaque fois que moi ils m'ont dit ça, moi, à chaque fois que je donne des arguments, ils acceptent. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont valables. Pas toujours, malheureusement. Et donc voilà, au niveau notable, j'ai pas fait tous les notables que j'avais prévu de faire. S'il y a des demandes spécifiques, on peut regarder dans, mais le principe c'est le même. Tu prends le daily warning, tu regardes très vite les zones TSA, tu sais que tu dois faire gaffe. Les zones EBD, tu sais que tu peux plus ou moins voter. Ici, par exemple, tu vois une zone Bruxelles. Quelque chose qui est quand même très utile à savoir aussi, c'est par exemple, où est-ce que c'était le truc transpondeur obligatoire. Et c'était pas forcément évident de savoir la zone. S'il donne une position comme ça, tu prends le texte, et en fait, je peux le faire là. C'est vraiment très facile. Tu vas dans Google Maps. Tu fais CTRL-V de ces zones-là. Pour que ça fonctionne bien, il faut en général quand même modifier légèrement le format, les degrés, minutes, secondes, qu'il est quand même au courant de quel format c'est, et tu mets de nouveau des minutes. Secondes. On va t'indiquer sur la carte exactement où ça se trouve. Donc si c'est des zones avec des cylindres par exemple, c'est assez facile de le savoir. Ici c'est un notable qui va sur quel point, et tu sais le savoir tout de suite en mettant ce point sur Google Maps. Donc il y a quand même des petites astuces comme ça qui permettent de s'y retrouver sans devoir tout étudier tout le temps. L'autre petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'un 1000 nautiques, c'est plus ou moins 2 km. Il y a par exemple, chaque fois qu'il y a un sommet européen, il y a des notables sur Bruxelles, avec un point sur Schumann et un cylindre sur Schumann, tu peux pas une fois que tu sais qu'il y a un topo européen, tu vas reconnaître le notable assez vite dans les
Voilà, des autres questions? Non, c'est super intéressant, mais en fait, je pense qu'effectivement, on part sur l'idée de préparer des vols en gros, parce que tout le monde n'aura pas la connaissance de la caractéristique d'un Bernard et autres. C'est effectivement en gérant une école du même site, ou alors on a deux potentiellement possibles. C'est toujours des axes qui sont quand même assez fort fréquentés. Il y a, je pense, je ne vais pas donner un pourcentage de pilotes qui ont une connaissance étendue, comme par exemple la tienne. Il y a beaucoup de gens qui volent, qui débutent dans les crosses, qui n'ont pas nécessairement envie d'entraver le règlement. Donc effectivement, déjà dégrossir un petit peu ces crosses potentielles avec les zones interdites ou dangereuses, ce serait déjà un premier pas pour diminuer en fait les risques de transgression. En réalité, c'est pas si complexe que ça. Quand on regarde les zones qui existent, il y a ici les gros blocs de Bruxelles, Charleroi-Liège. À part le vol où tu passes ici entre les deux, que moi j'adore, mais qui est quand même assez complexe à gérer. À part ce vol-là, la plaine des Jeux, c'est ici la Wallonie. L'axe que Paul a fait en Délétane, qui nous a été indiqué par Patrick Barthes, vers l'ouest. Et sinon, l'axe vers le sud-ouest en passant par ici. Quoi. Donc il n'y a pas 30 000 solutions à faire. Quoi. Un axe qu'on n'a pas encore trop développé, mais moi j'aimerais bien travailler, c'est ici vers l'Allemagne, où il y a ici Cologne comme obstacle et les aérodromes américains qui se trouvent ici. Mais en fait, c'est 3 axes, c'est tout. Tout le reste, si tu veux faire des longs vols 100, 200 km, il n'y a pas de 10 000 solutions. Tantôt, tu disais que les HTA étaient interdites. Moi, il me semblait qu'elles étaient en danger, les HTA. Les hélicoptères. Tu es sûr de ça? Bonne question. C'est interdit du sol jusqu'à 250 mètres, Ou peut-être très bas. Moi, j'avais gardé en tête que les zones militaires hélicoptères n'étaient pas interdites. On les survole en ici, dans les trucs, ils sont quand même bien dans le militaire. Ils sont militaires, mais est-ce qu'elles sont interdites? Moi, je pense que... ici, ils ne sont pas dans les dangers. Donc, ils sont au même niveau que les TSA et compagnie. Regarde là, t'es en B. Non, c'est quelque chose. Oui, donc ici, c'est les TSA. Tu descends. Et tu arrives 2 hélicoptères trainers. Ouais, bah c'est 250 pieds. Civil users should keep a sharp lookout when crossing, ça veut dire. Il faut faire attention. Fort attention, bien regarder. Voilà, ça va alors ça veut dire qu'on peut y aller. En effet, ici, ils indiquent qu'on peut passer. Il me semble, moi, je m'interprète aussi. Tu dois passer sans mettre ça. De toute façon, un hélicoptère qui passe, tu vas le voir. Et en plus, c'est assez logique, à l'hélicoptère, c'est moins... Ça, c'est intéressant. Les poissons aussi. Parce que c'est le cas pour le moment, aujourd'hui, demain, les HTA sont activés. Et pas les LFA. Quand t'as plus le temps pour regarder. Non, les LFA des autres LFA militaires. Ils ne sont pas actifs, les HTA. Mais tu trouveras du bizarre. Il y a des baleines qui volent. Moi, de mon côté, de toute façon, je ne connais pas tout non plus et je dois découvrir aussi au fur et à mesure certaines choses. Les exercices avec les hélicoptères, c'est pas si souvent que ça. Je dis ça parce qu'entre autres, apparemment, à Beauvechin, ils vont avoir de nouveaux hélicoptères, donc il va y avoir de nouvelles zones d'hélicoptères sur Beauvechin qui va nous ennuyer, mais ou pas, justement, si elles sont interdites ou c'est en danger. Et donc, en fait, le but du groupe que je vais lancer, c'est de partager ce genre d'informations. Comme l'activation du Golf 1 en semaine, ça c'est un jour de activer tous les jours. Ou en tout cas savoir le soir quand c'est... Parce que parfois tu peux arriver à... On doit le savoir avant le vol quand ça... Oui, si tu sais que c'est à 5 heures que c'est terminé, tu peux faire un beau vol avec.
Ouais, ou parfois ça se termine plus tôt. Hein. Comme le pont d'Ascension, il n'y avait pas de zone militaire. Wolfsheim était. Donc voilà, moi j'aimerais bien terminer la partie officielle ici. Et on peut encore discuter de plein de choses autour d'un verre de barbecue. Merci en tout cas à Paul pour lancer cette initiative. Merci à toi, oui. Merci.